Donc bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire consacré à la présentation du livre que j'ai coordonné avec Sylvie Lardon, Claire Cerdan, Salma Loudi et Denis Sautier sur la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires, qui est paru aux éditions Quae au début de l'année. Et puis également du numéro spécial sur cette même thématique que j'ai coordonné avec Nathalie Ostiou et qui est paru dans la Review of Agricultural, Food and Environmental Studies à la fin de l'année 2020. Alors, cette thématique est au cœur des projets scientifiques des UMR Innovation de Montpellier et de l'UMR Territoire à Clermont-Ferrand, ce qui justifie cette alliance entre les coordinateurs qui proviennent des deux unités. Et plus largement, ce livre et ce numéro spécial sont des produits de la priorité coexistence du précédent schéma stratégique du département Sciences pour l'Action de l'INRA. Et enfin, ces travaux s'inscrivent dans le réseau de recherche international Agriteris qui réunit 10 institutions de recherche et d'enseignement argentines, brésiliennes et françaises, et dont le projet scientifique est également consacré aux problématiques de coexistence et de coprésence des modèles agricoles et alimentaires. Alors, nous trouvons donc dans ces publications. Alors, merci pour ceux qui viennent d'arriver de désactiver voilà, vos micros. Donc, nous trouvons donc dans ces publications de nombreux auteurs des unités innovation territoire du département SAD, qui est devenu ACT, et du réseau international Agriteris. Alors, l'ouvrage est préfacé par Jan-Lou van der Plug et s'organise en 5 parties et 26 chapitres, rédigés par 36 auteurs. Le suivi éditorial a été réalisé par Sylvie Zasser, appuyée par les équipes de Quae. Et l'ouvrage est sous-titré « Un nouveau paradigme du développement territorial » pour préciser que c'est à l'échelle du territoire que nous avons centré nos travaux. Nous formulons le postulat qu'une meilleure prise en compte de la coexistence et de la confrontation des modèles agricoles et alimentaires et ainsi leurs interactions à différentes échelles spatiales et organisationnelles favorise la reconnaissance et le soutien de combinaisons potentiellement pertinentes pour le développement territorial durable. Alors, l'ouvrage repose d'une part sur un cadre d'analyse globale des situations de coexistence et de confrontation des modèles agricoles et alimentaires, et d'autre part, propose un large panorama de situations de coexistence de par le monde, qui concernent l'Europe géographique, on a 5 cas en France, mais aussi l'Italie, la Suisse, en Amérique du Sud, avec l'Argentine et le Brésil, l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est et du Sud-Est, avec le Japon et le Vietnam, le Burkina Faso, et on a 2 approches comparatives internationales. Alors, la version de papier de ce livre est proposée à la vente, mais sa version numérique est disponible gratuitement en format PDF et EPUB, et nous envisageons sa traduction en anglais. Le numéro spécial, quant à lui, numéro de la Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, alors ça apparaît, voilà, rassemble 9 articles et un article introductif et a bénéficié du suivi éditorial méticuleux de Ronan Levelli, coéditeur de la revue, et de Stéphanie Barral, éditrice associée. Alors, ces articles, rédigés par 33 auteurs, couvrent également un large champ géographique et plusieurs orientations disciplinaires. Pierre Gasselin, ils ont sorti en géographie. Oui, je ne sais pas qui parle en même temps. En géographie, sociologie, économie, sciences de gestion et agriculture comparée. Et 5 articles portent sur des terrains de recherche situés en France, 2 en Amérique du Sud et 1 en Zambie. Et il y a un article à une ambition strictement analytique. Alors, voici le programme détaillé de ce webinaire qui s'organise en 7 séquences. Je présenterai dans un premier temps l'itinéraire de production des 2 publications, puis le cadre d'analyse générale que nous nous sommes donné pour l'ouvrage. Et ensuite, nous suivrons 4 présentations illustratives des 4 parties structurantes du cadre d'analyse. Alors, Claire Cerdan présentera les tensions, les alliances et les recompositions qui s'opèrent autour de la spécialisation agro-industrielle au sud du Brésil. Marie Barito présentera comment la grande distribution française, enfin internationale, mais rebat les cartes de l'innovation dans le cadre d'un partenariat avec des organisations locales en Auvergne. Christophe Albaladejo proposera un cadre d'analyse permettant de comparer et de discuter la coexistence des modèles de développement en Argentine, en France et au Brésil. Et Clémentine Antier
nous proposera une matrice d'analyse de la coexistence à l'aune de la théorie des transitions multiniveaux. Alors, nous passerons ensuite à une illustration d'un des articles du numéro spécial. Et là, c'est Yuna Shifolo qui nous présentera en français une démarche interdisciplinaire visant à caractériser le système d'approvisionnement alimentaire de Montpellier et à analyser sa résilience. Donc, vous le comprenez, il n'était pas possible de présenter les 36 chapitres et articles de ces deux publications. Et donc, nous avons fait des choix douloureux pour structurer le programme de ce webinaire, également déterminé par la disponibilité des auteurs que je remercie très chaleureusement de leur contribution. Nous avons aussi décidé de faire des présentations très courtes, en 10 minutes, centrées sur les résultats. Et ce webinaire a surtout vocation à vous inciter à approfondir et à lire ces publications. Chacune des présentations sera suivie d'une dizaine de minutes de questions-réponses avec les auteurs. Puis Sylvie Lardon conclura ce webinaire en introduisant et en animant une discussion autour des idées principales de cette thématique. Alors, je souhaite remercier ici l'ensemble des partenaires qui ont soutenu la préparation et la production de ces deux publications. L'ouvrage, comme je l'ai dit, disponible en accès libre, en ligne, gratuit en ligne, a été financé par l'INRA, notamment le département SAD et le métaprogramme Glow Foods, mais également par le département ES, Environnement et Société du CIRAD, et par les deux unités de recherche, innovation et territoire. Alors, l'ouvrage est le résultat du projet Format financé par le métaprogramme Glow Foods entre 2015 et 2017, et qui a permis de construire la communauté des auteurs de l'ouvrage, mais aussi le cadre d'analyse. D'autres travaux ont également été conduits dans le cadre de la priorité coexistence donc du département SAD et qui ont enrichi ce processus. Et l'ensemble de cette dynamique a abouti à l'édition du numéro spécial de la revue Agricultural, Food and Environmental Studies. Alors, chacun des textes fait l'objet de plusieurs relectures. Excusez-moi, il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran. De plusieurs relectures minutieuses par des relecteurs externes, les coordinateurs de ces publications, Sylvie Zasser et les éditrices de Quae, mais également les éditeurs de la revue et de nombreuses corrections de la part des auteurs. Alors, cet ouvrage s'inscrit dans une histoire des recherches sur l'analyse de la diversité des formes d'agriculture et d'alimentation. Depuis plus de 60 ans, et davantage si l'on remonte à Chayanov, les chercheurs et les acteurs du développement caractérisent la diversité des formes d'agriculture, et plus récemment d'alimentation, et interprètent leur différenciation. Plus récemment, en particulier depuis la grande époque de la multifonctionnalité, les recherches ont porté sur les fonctions, et sur la mesure et la comparaison des performances de ces diverses formes d'agriculture et d'alimentation. Mais ces recherches considèrent les diverses formes de façon juxtaposée, souvent de façon duale, le conventionnel face à l'alternatif, l'agro-industriel en opposition aux paysans, les OGM versus les non-OGM, le moderne versus le traditionnel, en Amérique latine, le latifundium versus le minifundium, etc. Et par ailleurs, il ne suffit pas de catégoriser ou même de comparer et d'accompagner ces innovations techniques, organisationnelles et institutionnelles comme autant de figures indépendantes et juxtaposées. Ces travaux portent peu d'attention à leurs interactions, qu'il s'agisse de rapports de force, de concurrence, de coopération, d'hybridation, mais aussi aux propriétés qui résultent de ces interactions, aux controverses et aux conditions de la gouvernance de cette diversité. Et donc, c'est à ce défi que l'ouvrage et le numéro spécial prétendent apporter une contribution en proposant une série de travaux conceptuels et d'études de cas en France et de par le monde pour comprendre les interactions entre ces modèles agricoles et alimentaires. Alors, nous montrons que ces interactions sont au cœur des processus et des stratégies du développement territorial et ouvrent le champ des possibles. Elles peuvent être de diverses modalités combinées, coprésence, cohabitation, complémentarité, synergie, coévolution, hybridation. Bref, la liste est longue. On pourrait parler aussi de confrontation, de concurrence, de marginalisation ou d'exclusion. Et c'est pour lever toute ambiguïté et rappeler que ces interactions n'ont souvent rien de pacifique ni de tranquille que l'ouvrage et le numéro spécial s'intitulent « Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires ». Alors pourquoi s'intéresser à la coexistence et à la confrontation des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires? La première raison est qu'après plusieurs décennies de politiques publiques qui tendaient à les homogénéiser, force est de constater que ces modèles se diversifient,
En effet, la globalisation n'a pas uniformisé les modèles agricoles et alimentaires dans les territoires, en dépit de leur circulation au travers de la planète, par exemple lors de la Révolution verte, de l'industrialisation de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire, ou encore dans l'affirmation de l'agroécologie comme un horizon partagé. Alors, il s'agit dans un premier temps de l'intensification massive des flux de marchandises et de capitaux et de transformations techniques majeures, en particulier celles qui reposent sur de nouveaux régimes de sélection génétique, sur l'usage d'intrants chimiques et sur l'emploi d'énergies fossiles, l'urbanisation, la concentration des structures de production et de transformation et de distribution et les nouvelles demandes alimentaires soutenues par des politiques publiques favorables aux échanges internationaux et à la baisse des prix de l'alimentation ont également favorisé cette industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et cette industrialisation, elle est globale à l'échelle de la planète et elle est dominante au regard des quantités produites et des rapports de force entre les acteurs des systèmes alimentaires. Alors, cependant, cette industrialisation montre ses limites à de nombreux égards. Malgré la croissance de la production alimentaire par habitant et la forte productivité du travail, le système alimentaire industriel est particulièrement vulnérable et génère de nombreuses problématiques environnementales, spatiales, économiques, sociales, sanitaires, on l'a vu et on le voit encore. Alors, pour répondre à ces défaillances de la modernisation et à de nouveaux enjeux de développement, un florilège de propositions voit le jour depuis la recherche, la pratique, les mouvements sociaux et les politiques publiques. Et ces alternatives sont souvent restées marginalisées. Cependant, l'histoire contemporaine est marquée par une succession de crises alimentaires, environnementales, climatiques et sanitaires qui ne cessent de montrer l'urgence d'apporter des réponses aux défaillances des systèmes alimentaires industriels. Et donc, progressivement, certains modèles alternatifs gagnent en reconnaissance. L'agriculture biologique, l'agroécologie, l'alimentation locale, le véganisme, etc. Et ils sont aujourd'hui tolérés et parfois même promus pour répondre aux limites des modèles conventionnels. Cette requalification positive de l'alternative s'affirme depuis les années 1990 dans un quality turn par lequel surgissent de nouvelles qualifications en agriculture et dans l'alimentation, et où l'on parle effectivement d'agriculture biologique certifiée, de commerce équitable, d'indications géographiques ou encore d'alimentation végane. Alors, comme le souligne Jan-Do van der Ploeg dans la préface de l'ouvrage, les coexistences et les confrontations des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires ne sont plus celles d'hier. Le siècle passé, elles étaient assez stables, alors que les situations de coexistence et de confrontation sont aujourd'hui multifacettes, instables et traversées de formes hybrides. Donc, la nouvelle diversité des formes d'agriculture et d'alimentation façonne des mosaïques bigarrées qui nous obligent à une analyse minutieuse des situations locales. Alors, les formes socio-techniques et socio-écologiques, voilà. Je vais revenir en arrière. Les formes socio-techniques et socio-écologiques observées dans l'agriculture et l'alimentation s'écartent souvent de ce que l'on nomme des modèles, lesquels sont des représentations abstraites, schématiques et simplifiées que des acteurs, qu'il s'agisse de chercheurs, de conseillers agricoles, de syndicalistes, d'élus politiques, etc., et représentations que ces acteurs se font d'une réalité complexe. Alors, la littérature scientifique mobilise 3 acceptions du concept de modèle agricole ou alimentaire. D'abord, les chercheurs et les experts construisent des modèles en tant qu'archétypes d'une réalité observée, aujourd'hui ou dans le passé, afin de caractériser sa diversité et de faciliter sa compréhension pour une action transformative. Alors, ces modèles sont souvent décrits sous les termes de régime, je pense aux travaux de McMichael, ou de référentiel, comme Muller nous l'a proposé, de style, comme Van der Ploeg l'a pensé, ou encore de systèmes agricoles et alimentaires, et là, et de systèmes socio-techniques. Et là, les auteurs sont nombreux, et je ne voudrais pas en parler pour n'oublier personne. Alors, mais un modèle agricole et alimentaire peut aussi être, et c'est la deuxième déclinaison de l'acception que l'on peut donner au modèle, le modèle peut aussi être un futur désiré que des acteurs réclament, à l'exemple de l'agriculture paysanne qui est revendiquée par le syndicalisme agricole ou de l'alterconsommation qui est promue par les associations comme Slow Food. Et enfin, un modèle est parfois défini comme un ensemble de normes pour l'action dans un processus de certification et d'évaluation comme l'agriculture biologique ou l'alimentation halal ou cachère. Certains chercheurs, comme Christophe Albaladejo, qui parlera plus tard,
utilise le concept de modèle agricole ou alimentaire en combinant les trois acceptions. Ainsi, ce concept de modèle comporte d'une part une dimension analytique et d'autre part une dimension normative que les acteurs se donnent pour penser et agir. Ces deux facettes sont en tension et doivent être explicitées, par exemple pour montrer que l'agriculture paysanne de Mendras, qui est un archétype analytique, n'est pas l'agriculture paysanne de la Confédération paysanne, laquelle représente un futur désiré. Par ailleurs, un modèle agricole renvoie à une cohérence globale des rapports que l'homme établit avec l'activité, la nature, la technique, la connaissance, l'État, le marché et le territoire. Et donc, le concept de modèle suppose aussi qu'un ensemble d'acteurs bâtit un consensus minimal pour faire une référence collective à défendre ou à critiquer. Alors, les séminaires formats qui sont le prélude à l'ouvrage, ces séminaires ont révélé que la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires dans les territoires déterminent et dépendent en même temps des 4 dimensions majeures du développement territorial. D'une part, la tension entre spécialisation et diversification. Deuxièmement, l'innovation. Troisièmement, l'adaptation. Et quatrièmement, la transition alimentaire. Ces 4 dimensions sont abordées de façon dynamique comme des processus. Elles sont considérées à la fois comme le facteur, mais aussi comme le produit des dynamiques à l'œuvre par la coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires. Alors, nous devions aussi définir notre objet d'analyse, à savoir une situation de coexistence. Et cela suppose d'abord de préciser quels acteurs ou quels systèmes interagissent. On peut penser aux producteurs, mais aussi aux systèmes productifs, aux acteurs d'un territoire ou d'une filière. Et dans quelle scène, ou plutôt dans quel cadre d'interaction, il peut s'agir de l'échelle d'une exploitation, on peut regarder la coexistence à l'échelle de la coopérative ou encore dans un territoire, ou le penser au sein d'une filière ou encore dans un système d'innovation ou dans un dispositif de gouvernance. Mais il était aussi nécessaire d'interroger comment ces acteurs et ces systèmes interagissent au travers de conventions, de régulations, de flux de matière ou d'argent, de controverses, de rapports de force, etc. Et autour de quels objets? Est-ce qu'il s'agissait du travail, des systèmes techniques qui étaient en débat, de la construction des prix, des concurrences sur les ressources naturelles ou de la gouvernance des ressources naturelles, des critères de qualité, sur la connaissance, etc. Donc, les situations de coexistence sont en effet observées différemment à l'échelle d'une exploitation, d'une coopérative, d'un territoire ou d'une nation. Et des situations de coexistence s'avérant vertueuses à certaines échelles ne le sont plus à d'autres. De même, les enjeux de coexistence varient selon la problématique traitée. Par exemple, sur un territoire donné, l'enjeu de la coexistence peut concerner la question des concurrences sur les ressources ou celle de la construction d'une identité territoriale. Alors, ces préalables étant posés, nous avons structuré l'ouvrage en 5 parties. Les 4 premières parties examinent les situations de coexistence selon les 4 dimensions du cadre d'analyse que je viens de vous présenter. Et chacune de ces parties présente successivement une introduction. Celle-ci offre en premier lieu un bref état des connaissances sur chacune des 4 dimensions, avant de proposer quelques hypothèses majeures relatives aux situations de coexistence et de confrontation des modèles agricoles et alimentaires. Ce chapitre introductif présente ensuite un résumé des chapitres de la partie, puis une analyse transversale de ses contributions. Ensuite viennent 2 ou 3 études de cas correspondant à des territoires particuliers. Chacune d'elles a fait l'objet d'un exposé largement discuté par les participants des séminaires formats, et chaque séminaire, qui a été enregistré, parfois même filmé, a fait l'objet d'un compte-rendu, d'une retranscription des séances, et c'est sur ce matériel que les auteurs ont pu rédiger leur chapitre, qui, comme je l'ai dit, a été révisé de nombreuses fois. Et chacune de ces 4 premières parties s'achève par une analyse panoramique. Ces chapitres de différentes natures, ça peut être une perspective théorique, une analyse comparative ou encore un position paper, comme on le dit, sont des contributions originales sur chacune des dimensions comparées. Alors, voilà les 4 parties. J'aurais dû les passer en même temps que je parlais, mais vous les verrez. Et puis, en fait, je vous invite vraiment à télécharger l'ouvrage pour les regarder de plus près et même à les lire, hein, si c'est bien ça l'idée. Et voilà la 5e partie qui s'organise en 2 sous-parties. La première donne la parole à 3 chercheurs, Jérémy Fornet, Kaïs Sekiné et Gilles Allaire, que nous avons invités à présenter des situations de coexistence qui illustrent des perspectives contrastées sur le développement territorial.
Et la seconde sous-partie rassemble 2 chapitres, l'un de Ronan Levelli, l'autre de Patrick Caron, à qui nous avons demandé une réflexion personnelle et un regard critique sur l'ouvrage, en quelque sorte des recensions de l'ouvrage intégrées dans l'ouvrage. Donc nous concluons en examinant la question titre de l'ouvrage. La coexistence et la confrontation des modèles agricoles et alimentaires ouvrent-elles la voie à un nouveau paradigme du développement territorial? Alors, en ce qui concerne le numéro spécial de la RAF, donc la Review of Agricultural and Food and Environmental Studies, voilà, cette table de matière est la suivante. 4 articles proposent des cadres théoriques et méthodologiques disciplinaires en sociologie et en géographie, et ces articles confirment la pertinence de travaux disciplinaires qui réaffirment leurs objets de prédilection, par exemple les rapports de force en sociologie, l'insertion territoriale en géographie. Par ailleurs, 5 articles proposent des approches interdisciplinaires combinant la géographie, la sociologie, l'économie et les sciences de gestion, ou bien se réclament de l'agriculture comparée. Et cette interdisciplinarité, favorable ou même nécessaire à l'analyse des systèmes complexes, nous semble très judicieuse pour caractériser et interpréter des situations de coexistence des modèles agricoles et alimentaires. La diversité des disciplines montre également qu'il n'existe pas un cadre théorique unique pour analyser les situations de coexistence. Celui-ci est construit, adapté par les auteurs selon leur ancrage disciplinaire et le thème de la recherche. Alors nous proposons dans l'ouvrage un cadre d'analyse de la coexistence agricole et alimentaire structuré en 4 dimensions, je l'ai dit. La spécialisation et la diversification, l'innovation, l'adaptation et la transition. Alors, les éléments fondamentaux qui justifient chacune de ces dimensions sont les suivants. Tout d'abord, analyser les processus de spécialisation-diversification renvoie à l'impératif d'articuler les échelles de temps, d'espace et d'organisation d'acteurs, ces échelles auxquelles les modèles agricoles et alimentaires se configurent, et d'étudier également les relations entre le territoire et les échelles englobantes, la région, la nation, le monde. Il s'agit aussi d'examiner les rapports de domination, voire d'hégémonie et de marginalité des modèles agricoles et alimentaires. En ce qui concerne l'innovation, porter l'attention donc au processus d'innovation à l'œuvre dans les interactions entre les modèles agricoles et alimentaires offre un regard original sur les innovations territoriales et sociales et révèle des hybridations fécondes ou au contraire des verrouillages de l'innovation. Interroger la capacité d'adaptation, donc c'est le 3e champ de notre cadre d'analyse, cette capacité d'adaptation des systèmes agricoles et alimentaires, c'est chercher les interactions, les complémentarités ou les concurrences entre les formes d'organisation et la façon de les combiner, voire de les hybrider à l'échelle des territoires. Et enfin, considérer les transitions à l'aune de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires qui s'institutionnalisent dans la science, dans l'espace politique, dans le marché et la société, permet d'envisager des configurations plurielles ou divers modèles qui coexistent dans le territoire sans que l'un efface l'autre. Alors chacune de ces 4 dimensions permet de porter un regard singulier sur les conditions de la coexistence des modèles agricoles et alimentaires, mais chacune de ces 4 dimensions est aussi en interaction avec les 3 autres. Ainsi, plusieurs auteurs de l'ouvrage mettent en évidence des transversalités entre ces 4 dimensions que je n'aurai pas le temps de détailler malheureusement. Alors ces transversalités, soulignons quand même qu'elles fondent le caractère systémique du cadre d'analyse que nous proposons et qui est essentiel pour affiner une pensée intégrée du développement territorial. Dernière remarque, qui est commune à l'ouvrage et au numéro spécial. En effet, les chercheurs donc, du livre et du numéro spécial affirment 3 postures épistémologiques différentes. Chacune traduisent des positions contrastées des auteurs vis-à-vis de la connaissance, des acteurs et de l'action. Et ainsi, nous distinguons la coexistence fonctionnaliste, la coexistence pensée sous l'angle des rapports de force, et troisièmement, la coexistence fondée sur la transition. Alors, je m'explique. La première famille de travaux interroge les complémentarités fonctionnelles entre systèmes et les propriétés qui résultent de ces interactions. Il s'agit, par exemple, d'examiner en quoi l'interaction entre modèles agricoles optimise des ressources hétérogènes, notamment dans des territoires dont les conditions agroécologiques d'aménagement et d'organisation sociale sont diverses. D'autres travaux étudient en quoi les hybridations entre modèles agricoles contribuent à multiplier les foyers d'innovation et sont, ou non, favorables au développement durable. Et les interactions entre modèles agricoles peuvent aussi produire des capacités d'adaptation des systèmes agricoles et une résilience accrue des territoires, ce que nous montrera Yuna tout à l'heure, par exemple
dans leurs aptitudes d'approvisionnement alimentaire. Alors, dans cette famille de travaux, le chercheur nourrit une analyse fonctionnelle et systémique des situations de coexistence des modèles agricoles et alimentaires. La deuxième famille de recherche étudie les rapports de force entre acteurs et les conditions de gouvernance d'une diversité de modèles agricoles et alimentaires. Et les travaux interrogent alors les effets de domination, visent à réhabiliter des identités muettes et à lutter contre la marginalisation. Et ces travaux aspirent à dénoncer et à résoudre des situations d'exclusion dans une critique des rapports de pouvoir économiques, politiques et sociaux. Et enfin, la troisième famille de travaux conçoit la coexistence comme une situation de transition ou de transformation des modèles agricoles ou alimentaires, et le questionnement porte alors sur des trajectoires de changement qu'il s'agit de concevoir ou de gérer, et les enjeux sont alors de décrire et d'accompagner des évolutions plus ou moins radicales, plus ou moins adaptatives, plus ou moins sélectives, ou plus ou moins inclusives, et plus ou moins spécialisées, ou plus ou moins diversifiées. Et donc ce type de travaux interroge le management des transitions. Alors cette catégorisation des postures épistémologiques a le mérite de donner des clés de lecture de l'engagement du chercheur dans le changement, et ce faisant dessine un gradient de politisation plus ou moins forte de ces questions et des cadres analytiques mobilisés. Mais néanmoins, bien entendu, ces trois postures épistémologiques ne sont pas exclusives les unes des autres, et certains chercheurs les combinent au cours de leurs travaux. Alors, soulignons que les hybridations générées à l'interface des modèles agricoles et alimentaires sont parfois l'expression d'une conventionnalisation des niches d'innovation du fait de l'affaiblissement des principes initiaux des acteurs et des visées premières de l'innovation. Et donc, les hybridations s'établissent alors au bénéfice des acteurs en situation de pouvoir qui absorbent la rente d'innovation générée par les pionniers, souvent en situation de marginalité sociale, économique, territoriale et politique. Et donc, il est nécessaire de conserver un œil critique sur les modalités d'émergence et de fonctionnement de ces hybridations. Les formes de régulation politiques, socio-professionnelles et citoyennes sont des repères essentiels pour instruire les controverses, gérer les conflits et préserver des ambitions de durabilité, d'éthique et d'équité. Je conclus en vous présentant le diagramme de synthèse du cadre d'analyse de l'ouvrage qui s'organise en trois parties. La première met en évidence 4 orientations analytiques. Tout d'abord, il nous semble que étudier des situations de coexistence et examiner avec autant d'attention tous et chacun des modèles agricoles et alimentaires en présence. Deuxièmement, il s'agit de déterminer les acteurs ou les systèmes, la nature des interactions, les objets et les scènes considérées. C'est-à-dire, il s'agit de qualifier la situation de coexistence étudiée. Ensuite, nous invitons de formuler des hypothèses qui sont ajustées et déclinées au contexte des problématiques des terrains d'études envisagés. Et enfin, d'analyser les 4 dimensions que nous proposons et que je rappelle: spécialisation, diversification, innovation, adaptation et transition alimentaire et leur transversalité. La seconde partie de notre cadre d'analyse invite à combiner les 3 postures épistémiques dont j'ai déjà parlé et que je ne représente pas. Et la troisième partie souligne l'ambition de Sciences pour l'Action dans le développement territorial qu'ont nos travaux, à savoir que nos recherches visent à renforcer la capacité d'action et d'expression des acteurs, et en premier lieu, ceux qui sont marginalisés et porteurs d'alternatives sociales et écologiques. Et il s'agit également d'analyser et d'instruire les controverses pour reconnaître ce qui fait la cohérence d'un modèle, mais aussi ses divergences avec les conditions d'interaction et des autres. Donc voilà, par ces publications, nous souhaitons montrer que la prise en compte de la coexistence et de la confrontation des modèles agricoles et alimentaires enrichit l'appareil conceptuel nécessaire à l'analyse et à l'accompagnement du développement agricole et alimentaire dans les territoires ruraux et urbains. Je vous remercie beaucoup pour ce premier temps de présentation. Nous poserons des questions à la fin du webinaire, dans la mesure où l'ensemble des études qui vous sont ensuite présentées donnent matière, si vous voulez, à incarner ce propos introductif. Et donc, je passe la parole en suivant à Claire Cerdan, qui peut ainsi présenter son étude. Merci.